Alors, donc je vous redonne le thème de la table ronde. On va parler de biodiversité et on va essayer de pas trop empiéter sur les autres sujets santé cet après-midi, mais on va quand même aussi un petit peu en parler. Donc, je resitue nos formidables intervenants. Alors, moi, je m'appelle Célia Fontaine, je suis juriste et journaliste spécialisée en environnement à l'origine et je suis actuelle consultante formatrice pour toutes les questions d'environnement, climat, mais aussi parfois un petit peu animaux, plus animaux que biodiversité. On en reparlera. Donc, autour de la table, je vais commencer par Mathilde. Mathilde Simon est biologiste. Elle est en formation universitaire en ethnobotanique botanique et vulgarisatrice scientifique. Donc, en fait, le rôle de Mathilde, c'est d'explorer comment les relations entre les sociétés humaines et le monde végétal, et notamment la pratique de la cueillette sauvage, constituent des réservoirs de savoirs écologiques et des formes privilégiées de liens aux vivants. Donc là, on arrive dans une période où on va rentrer un peu dans la cueillette, qui est assez propice. L'ail des ours est sorti, notamment. Et on va parler donc de ces sujets qui concernent non seulement les animaux, mais aussi les plantes. Philippe Grandcola qui est en ligne. Est-ce que tout va bien, Philippe? Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends Ah, parfaitement. J'espère qu'il en est de même pour vous. tout à fait. Le check son est OK. On vous entend très, très bien. Donc, on vous présente plus, mais on vous présente quand même parce que vous êtes écologue, directeur de recherche au CNRS et directeur scientifique adjoint de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS. Vous êtes en charge des questions de prospective, de médiation et de diplomatie environnementale à l'IPBES, un petit peu l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Je vous ai donné quand même mis quelques exemplaires ici qui sont extrêmement riches avec beaucoup de chiffres, beaucoup de précisions et très pédagogiques aussi. Vous pourrez les retrouver à la fin de la conférence pour les acheter. Et le dernier en date, il est là. Donc, il est tout frais sorti sur la loi du plomb. C'est un sujet de société. On en parlera un petit peu aussi aujourd'hui parce que forcément, on va parler un petit peu de pesticides, d'agriculture aussi. Quand on parle de biodiversité, c'est important. Alors, pour commencer, et puis évidemment, on a notre arrivant qui nous a fait la gentillesse de se prêter à l'exercice de venir en plus à cette table ronde. Donc, Marc-André Sellos, qui est professeur du Muséum d'histoire naturelle à Paris, mais aussi à Gdańsk en Pologne, mycologue, botaniste. Vous explorez depuis des décennies les liens invisibles entre les champignons, les sols, l'humanité. Et on a aussi, alors je ne sais pas si oui, si votre dernier ouvrage ici, La biodiversité comme humanisme, comme un humanisme. Ça se lit vraiment très rapidement, c'est très, très passionnant aussi. Donc là, vous plaidez pour une réconciliation entre l'humain et le reste du vivant. Et tout en affirmant que préserver la biodiversité, c'est d'abord nous préserver nous-mêmes. Parce qu'on l'oublie un peu, hein, on est la biodiversité, on fait partie de la biodiversité. Alors, pour comprendre ce sujet qui est vaste, parce que bon, c'est assez large, moi, je vais vous demander à tous les trois, comment est-ce que vous définiriez chacun, à votre manière, la biodiversité? Ça évoque quoi pour vous? On commence, Mathilde? Oui, alors moi je pars souvent pour la biodiversité. Quand j'entends ce mot, j'ai une image qu'on a dans les manuels avec une photo de plein d'animaux jolis, en l'occurrence, qu'on a envie de croiser au moins une fois dans sa vie, et des plantes assez spectaculaires. Mais si on creuse un petit peu et qu'on prend le temps de réfléchir à cette question-là, il y a aussi une dimension dynamique de ça et pas statique d'une photo. La biodiversité, pour moi, c'est aussi de la reproduction sans cesse, permanente. Et puis, il y a aussi une diversité. On a souvent une liste d'espèces et c'est aussi la diversité au sein des espèces. Moi, par exemple, donc, du coup, dans le domaine du végétal, quand je vais voir un spot de cueillette avec, imaginons, des coquelicots, ça va être la diversité au sein même du spot des coquelicots. Il va y avoir des coquelicots avec 3 pétales au lieu de 4, des feuilles qui ont une forme différente. C'est la même espèce, mais il y a aussi là une énorme diversité que je trouve intéressante à noter et à mettre en valeur aussi quand on parle de biodiversité. Alors, qui veut prendre la suite, Philippe? Bah, écoutez, oui, je crois que en fait, ça vient d'être résumé, hein. Dans la biodiversité, il y a plus que simplement une collection d'espèces. La biodiversité, c'est pas une arche de Noé. La biodiversité, c'est le vivant avec la dynamique qui vient d'être évoquée, hein, le fait que les individus sont tous différents au plan génétique, un petit peu, même dans la même espèce,
qui se reproduisent, qui évoluent à chaque génération, même à la marge. Nous-mêmes, l'espèce humaine, nos enfants, c'est pas seulement la fusion des patrimoines génétiques de la maman et du papa, c'est aussi 70 mutations à chaque génération. Et puis surtout les relations entre espèces qu'on ne voit pas forcément, bien sûr, les relations écologiques. On voit des abeilles sur des fleurs, mais on ne voit pas forcément ce que Marc-André étudie depuis des années, les relations entre les champignons et les arbres. Je lui enlève peut-être les mots de la bouche, je m'en excuse. Et puis on ne voit pas forcément aussi tout ce qui est fugace. On ne voit pas le renard attraper des rongeurs, on ne voit pas le jet transporter des glands. Et pourtant, tout ça, ça fait partie du vivant. Et donc, quand le mot a été formalisé dans les années 80, c'était pour expliquer aux décideurs tout ça qu'ils ne comprenaient pas ou ne voyaient pas, ce que des naturalistes ou des agriculteurs ou des éleveurs connaissent d'expérience, mais qu'on a absolument besoin de formaliser mieux. Et puis, c'est passé tout de suite dans un certain nombre de réglementations. Il y a la Convention sur la diversité biologique au sommet de la Terre qui a pris ça en compte. Mais on sait bien que entre, disons, des formulations scientifiques, théoriques, des règlements internationaux et puis la vie de tous les jours, il y a encore un grand écueil, c'est celui de nos représentations culturelles. Quand on parle à des décideurs, quelquefois, on a du mal à leur faire comprendre qu'il ne suffit pas d'entasser des individus tous identiques au même endroit, dans une plantation d'arbres mal faite ou dans un champ industriel, pour arriver à créer un écosystème, c'est-à-dire pour recréer cette dynamique du vivant avec toutes les interactions. Marc-André, votre définition de la biodiversité? Comme souvent, on a besoin de mots pour saisir les choses, et quand les gens ne se servent plus d'une poignée, on leur remet une nouvelle poignée. Biodiversité, c'était une façon de raviver l'attention sur ce qu'on appelle juste, en fait, et moins techniquement, la diversité du vivant. Donc, ça a été dit, il y a plein d'échelles, il y a non seulement plein d'échelles de taille, puisque ça va de la diversité des microbes à la diversité des paysages. Par exemple, la France, avec le tourisme, elle valorise la biodiversité de ses paysages. Genre, pour vous rappeler que ça fait de l'argent, la biodiversité, des fois. Bon. Mais c'est aussi plein d'échelles dans le temps. Alors, Philippe évoquait le fait qu'effectivement, d'une génération à l'autre, il y a des mutations, il y a des changements parce que les enfants n'héritent pas exactement du même patrimoine, enfin, de tout le patrimoine génétique de leurs deux parents. Voilà. Et avec un temps long, ce générateur de diversité, sachant qu'on retire de temps à autre tout ce qui n'est pas adapté, ça s'appelle la sélection naturelle, ce générateur de diversité fait que perpétuellement, la diversité naît. Et si vous la prenez comme une liste de microbes, de gènes, de paysages, vous êtes dans l'immédiateté d'un processus, et ce qu'il faut voir, c'est le processus. Et je vais vous dire, j'ai le sentiment profond qu'il n'appartient pas à l'humanité d'éteindre ce processus. En revanche, ce qui est important, c'est que les temps de ce processus, et notamment le temps d'apparition des espèces, c'est un temps qui est largement supérieur au temps de nos générations. Et donc, tout ce qu'on a perdu, c'est pas irréversible pour la biodiversité, c'est irréversible pour nous. Alors justement, on va parler un petit peu de l'état des lieux, qui n'est pas forcément toujours très réjouissant. On a des chiffres, beaucoup de chiffres. On parle aujourd'hui d'une 6e extinction de masse. La 5e, c'était les dinosaures. Et puis là, ce n'était pas notre faute s'ils ont disparu. Est-ce que vous êtes d'accord chacun avec ça? Est-ce qu'on est vraiment rentré dans cette 6e extinction de masse? Est-ce qu'on a pu l'observer scientifiquement parlant? Et si oui, c'est quoi qui a causé ce déclin énorme? Qui veut commencer peut-être, Philippe? Oui, écoutez, en fait, le terme est intéressant parce qu'évidemment, il fait l'analogie avec ce qui s'est passé durant les temps géologiques. C'est un peu dangereux, comme vous le soulignez, parce qu'on a l'impression que si finalement les dinosaures se sont éteints, c'est peut-être à cause d'un astéroïde, ce qui n'était pas tout à fait aussi simple. Et donc, quelque part, c'était un peu accidentel. Et puis, on est toujours là. Mais nous, on n'était pas là à l'époque, comme vous l'avez dit. En fait, s'il y a une crise d'extinction qui se profile à l'horizon, c'est tout simplement parce qu'en amont, il y a des effondrements dans les populations, parce que dans certaines populations d'organismes, il y a de moins en moins d'individus. Et c'est vrai pour un grand nombre d'organismes différents. Ça peut être vrai pour les récifs coralliens et les poissons et tous les organismes qui y habitent. Ça peut être vrai pour des écosystèmes forestiers tropicaux. Ça peut être vrai pour les haies en France. Il y en a 20 000 kilomètres qui disparaissent chaque année. Et évidemment, ce qui me semble important là-dedans, c'est à la fois les causes, bien sûr, qui sont toutes humaines et un peu complexes. On a la perte d'habitat, la surexploitation, c'est-à-dire le prélèvement excessif, la surpêche, par exemple, le changement climatique,
un certain nombre de pollutions, et puis des espèces exotiques qu'on amène de manière artificielle très loin de leur aire de répartition, qui n'ont plus rien pour les limiter localement et qui causent problème. Mais ce qui est important surtout là-dedans, c'est pas seulement la perte in fine, vous voyez, d'espèces d'ici quelques décennies, parce que ça donne l'impression qu'on a le temps quelque part d'agir. Ce qui est important, c'est que dès aujourd'hui, les effondrements dont on parle, le fait par exemple qu'il y ait moins d'oiseaux dans des paysages agricoles industriels en France, même pour les insectes, le fait que l'eau se réchauffant dans les océans, on va avoir moins de gorgones rouges dans les 30 premiers mètres de la Méditerranée. Ce qui est important, c'est que derrière ça, il y a des fonctions des écosystèmes dont nous dépendons qui deviennent moins efficaces. Et donc, comme le disait Marc-André, c'est d'abord notre problème à nous, avant même le problème de la biodiversité. Et c'est ça qui me semble vraiment important, de faire comprendre que c'est pas simplement triste de penser que l'Amazonie ou les récifs coralliens vont disparaître. Bien sûr que c'est triste et bien sûr que nous n'avons pas le droit de les faire disparaître au plan éthique. Mais c'est aussi notre propre intérêt de nous soucier de pouvoir continuer à vivre confortablement, et encore plus pour nos enfants, pour les personnes qui seront jeunes ou adultes d'ici 30 ans, que nous puissions vivre de manière raisonnablement sereine dans un monde où tout ce qui fait notre quotidien, l'eau, l'alimentation, le paysage, ne sera pas remise en question de manière perpétuelle. Mathilde, vous l'avez observé sur le terrain aussi, cet effondrement. Vous avez des histoires, des anecdotes pour illustrer ça? Alors moi, j'ai pas, donc je suis beaucoup sur le terrain à observer les plantes et à transmettre autour de ça sur les savoirs et savoir-faire autour de la pratique de la cueillette sauvage. Et donc, j'ai pas des protocoles précis, techniques qui enregistrent avec des chiffres. Et voilà. Donc, le contexte, c'est plutôt d'aller dans des endroits régulièrement depuis maintenant 6-7 ans. Et ce que j'observe, c'est il y a du déclin de certaines espèces de plantes, mais j'observe aussi beaucoup de mouvements. Et il y a de la perte dans certains spots de densité, de surface, que je vais observer et qui sont dues à des causes vraiment très identifiables et très ponctuelles, comme de la coupe du bois, ou dans mon domaine de la cueillette, on parlait tout à l'heure de l'ail des ours, elle est victime de son succès. Là, on voit des milieux qui sont abîmés. Pour prendre un autre exemple très concret, c'est le cas de cette petite plante, la spirulodorante. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plante qui est utilisée pour son parfum de vanille. Et elle est assez fragile, elle a des petits rhizomes très fins qui sont très en surface du sol, et elle est vraiment sensible au piétinement et à le changement de son milieu, elle a besoin d'humidité, de sous-bois, et c'est des choses qui font que j'observe une diminution de ces populations-là. Mais c'est surtout le mouvement que je vois, c'est-à-dire qu'il y a des plantes qui sont adaptées à la plaine, qui vont monter en montagne parce que les conditions elles changent, elles deviennent moins difficiles pour ces plantes-là. Et pareil, des plantes de moyenne montagne qu'on retrouve plus hautes en altitude. Pour rester sur le cas de l'ail des ours, il a un homologue alpin qui est l'ail victorial. Et pour la première fois, j'ai observé ces deux populations au même endroit, et ça m'était jamais arrivé. Alors encore une fois, j'ai pas fait de la bibliographie là-dessus, et c'est mon observation personnelle. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont assez nouvelles pour moi. Et ça, au bout d'un moment, les plantes, elles vont monter, mais celles qui sont déjà au sommet, elles vont arriver dans un cul-de-sac écologique et elles vont finir par disparaître. Pour l'instant, moi, je ne l'ai pas observé. J'observe du mouvement et de la diminution de certaines espèces. Marc-André, vous répondez quoi aux personnes qui vous disent fake news, la biodiversité ne disparaît pas, je leur réponds que paradoxalement, ils ont peut-être un peu raison, mais qu'en creux, ils ont profondément tort. Je m'explique, c'est vrai qu'en termes de disparition d'espèces, on est sur 5% des espèces de mammifères et d'oiseaux, 7% des espèces de mollusques. C'est pas encore l'équivalent de ce qui s'est passé à la fin du Permien, où 95% des espèces qui vivaient sur les terres émergées ont disparu. Donc, c'est que le début. Ça, c'est le verre à moitié plein. C'est qu'il reste encore plein de choses et il est temps d'agir. Par contre, là où on risque bien d'avoir effectivement une extinction, parce que oui, les pourcentages que je vous donne, c'est encore léger. C'est une égratignure profonde, mais
c'est que le début. Le problème, c'est que déjà la vitesse à laquelle ça se passe aujourd'hui est au moins 100 fois supérieure à la vitesse à laquelle ça a eu lieu dans les précédentes extinctions comme celle du Permien dont je vous parlais. Donc c'est déjà très rapide et surtout, ça va de plus en plus vite. Et vous voyez, les chiffres que je vous donnais étaient en dessous de 10%, bon, en nombre d'espèces. 10%, c'est-à-dire aussi l'estimation qu'on fait de la perte de diversité génétique à l'échelle globale, hein, donc, que Philippe évoquait, qui va avec la perte du nombre d'individus. Mais en fait, sur les arbres d'Europe, c'est plus de 40% des espèces qui sont menacées à l'horizon de 2040. C'est 33% des espèces de vertébrés à l'échelle globale d'ici 2040. Donc vous voyez qu'en fait, c'est en train de s'accélérer. Et donc il n'y a pas longtemps avant qu'on ait la preuve que c'est bien une grosse, méchante extinction. Mais, point positif, il est encore temps d'agir. Mais vous voyez, 2040, c'est pas comme s'il était temps de se poser la question, de signer pour la loi du plomb. Hein, Philippe publie un excellent livre sur la loi du plomb, le débat confisqué, où il explique clairement les tenants et les aboutissants. C'est pas le moment de discuter, c'est le moment vraiment d'agir, parce qu'en fait, c'est un patrimoine. C'est peut-être le mot qui résume les choses. Vu les pas de temps qu'on a dit, quand les grands dinosaures, les herbivores, grands herbivores ont disparu, après il y a eu des éléphants, d'accord. Donc il n'y a rien d'irrémédiable. Mais combien de temps il a fallu pour retrouver des éléphants ? Ça se chiffre en dizaines de millions d'années. Et donc, comme c'est un patrimoine, il est temps de le transmettre. Et quand on l'aura plus, il n'y aura plus rien à transmettre. On dit souvent que la nature, elle s'en remettra. Hein, elle est résiliente, elle y a. Mais alors, par contre, en quoi ça nous affecte, nous, êtres humains ? Alors, on fait partie de cette biodiversité, on est des animaux aussi. C'est en quoi cette érosion de la biodiversité, elle nous menace et comment est-ce que, justement, c'est un indicateur clé de notre santé aussi. Donc, on ne va pas déflorer le sujet qui aura lieu un peu plus tard cet après-midi sur la santé, mais quand même, le lien biodiversité, santé, nous, comment est-ce qu'on le voit très clairement ? Vous avez quoi comme exemple, Mathilde ? Pour moi, c'est la biodiversité, ça a été dit, elle est fonctionnelle et ça nous affecte parce qu'elle rend des services qui vont impacter notre santé, notre quotidien. Donc, les sols, ça permet de la biodégradation, la fertilité des sols. Ça améliore aussi, ça permet aussi à l'eau d'être mieux filtrée, le cycle du carbone, et donc ça impacte le climat. Donc, moi, j'ai pas d'exemple très très précis, mais je serais assez vague et générale sur le fait que la biodiversité, elle est fonctionnelle et qu'elle rend des services qui nous sont utiles pour notre survie sur la planète. Philippe ? Mais c'est vrai que tous les services sont innombrables. Hein. Et puis, on a tendance trop souvent à les considérer comme, anecdotiques. Hein. C'est des jolies petites choses, des pollinisateurs dont on peut se passer quand on cultive des céréales, par exemple, ou c'est un peu triste, hein, on perd des jolies espèces. Non, en réalité, on en dépend pour tout, absolument pour tout. Quand on essaye de compter les activités économiques dans nos sociétés occidentales qui dépendent de la biodiversité, alors on vous dit il y a à peu près 40% des PIB qui sont liés à ça. Mais non, en réalité, c'est 100%. Hein. Un champ de colza auto-fertile dans une plaine agricole industrielle, pas très loin de là où je suis, en région parisienne, sans pollinisateurs, c'est 30% de production en moins. Alors on compense avec des engrais qui posent problème à plein d'égards. Ça ne marche pas très bien. On a, dans ces mêmes plaines agricoles, entre deux cycles de culture, il n'y a plus de végétation. Du tout. Et les talus au bord de la route départementale, souvent, ils sont réduits à 10 cm d'herbe, hein, dans lequel il y a 3 espèces qui se battent en duel. Résultat, quand il pleut pas assez, là, c'est vraiment sec. Hein, et quand il pleut trop, ça ruisselle épouvantablement. Voilà, donc, tous ces services-là qui nous paraissent dédus, finalement, on mesure leur perte à l'aune des transformations. Et malheureusement, contrairement au climat dont on perçoit bien les aléas, hein, quand on a une canicule ou une pluie excessive ou au contraire une sécheresse qui dure étrangement, on le ressent dans sa chair. Mais si je vous parle, par exemple, de la perte des pollinisateurs, vous ne l'avez pas ressenti dans votre chair. Peut-être si vous êtes un amateur de promenade dans la nature, vous allez vous dire tiens, c'est curieux, là j'ai pas vu trop de bourdons, j'ai pas vu trop de papillons ou de cirques. Mais la plupart du temps, en fait, on s'habitue petit à petit à cette absence, hein, c'est l'amnésie écologique, et
parce qu'on n'a pas l'œil rivé sur ces animaux, et puis parce qu'on ne va pas forcément faire des comptages comme font certains scientifiques. Et donc finalement, on s'habitue à cette absence, et puis on compense, et on ne se rend même pas compte au plan économique que ça va nous poser problème, que ça nous pose déjà problème. Et c'est vraiment le vrai problème, hein, de cet étiolement petit à petit, et puis en plus qui varie selon les endroits. Évidemment, là où je suis, ça va beaucoup plus mal que là où vous êtes. Il y a des régions, y compris en France métropolitaine, où ça se passe encore pas mal du tout, du point de vue de la biodiversité, puis il y a d'autres endroits où ça se passe vraiment très très mal. Et on globalise tout ça en parlant d'une crise à l'échelle mondiale, mais c'est vrai que ça peut se différencier localement. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans des milieux forestiers tropicaux, par exemple dans ces dernières années en forêt atlantique au Brésil. La forêt atlantique, c'était une deuxième Amazonie, il en reste 10% de la surface. Voilà. Donc là, je peux vous dire que là, les perturbations, on les voit. Quand vous êtes obligé de faire 2000 km en voiture sur des mauvaises routes pour arriver à trouver des bouts de forêt qui restent encore pas trop impactés, là, la dégradation de l'environnement, vous le ressentez très fortement. Marc-André, est-ce que vous avez aussi des exemples de comment ça nous affecte, cette érosion ? En fait, la biodiversité, c'est comme les dents. Ça a une valeur esthétique. Alors ça, on la voit tous, la valeur esthétique, parce qu'on voit les gens qui sourient autour. Bon. Mais la valeur fonctionnelle, on ne se rend pas trop compte jusqu'au moment où on a une carie, où on a une dent qui s'effondre. Alors là, on se rend compte que ça existe et qu'est-ce que ça fait. Mais c'est ce que disait Philippe. C'est tellement ordinaire d'avoir des dents qu'au début, on ne se rend pas compte de ce que ça fait. Et pour la pollinisation, pour reprendre l'exemple que donnait Philippe, on a des exemples en Bourgogne où, en une quarantaine d'années, sur les travaux de Marie-Charlotte Hornstedt, les pollinisateurs des cassissiers, la visite des cassissiers s'est écroulée de 98% en 37 ans. Et donc le bilan, c'est que maintenant, quand on élève des petits pollinisateurs, des osmies, au bord des champs, on peut multiplier la production de cassis par 1,2 à 4. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ça qui est devenu limitant. Ce n'est pas les engrais, ce n'est pas les pesticides. Mais sauf que maintenant, il faut payer les osmies. Autre exemple, aux États-Unis, il y a des endroits où les chauves-souris sont mortes d'une maladie introduite d'Europe. Dans ces comtés-là, où il n'y a plus de chauves-souris, l'utilisation des insecticides augmente de 30%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les chauves-souris sont des insecticides naturels et il faut compenser. Du coup, on arrive à peu près au même résultat, mais c'est plus cher. Vous voyez ? Il faut aller chez le dentiste, quoi. Alors, il vaut mieux se brosser les dents. C'est la prophylaxie, et la prophylaxie, c'est l'entretien de la biodiversité. Je terminerai ce exemple états-unien des chauves-souris. Cette étude publiée dans Science il y a 1 an et demi, en septembre 24, a révélé aussi que dans les comtés où il n'y a plus de chauves-souris, la mortalité infantile avait augmenté de 8%. Alors ça, c'est en fait des mortalités liées à des malformations utérines ou des cancers juvéniles. C'est juste qu'en fait, ces pesticides, ils sont plus chers pour faire aussi bien, mais ils font plus que aussi bien. Ils tuent plus encore que 100% des insectes. Ils tuent des enfants. Et là, je vous renvoie au livre sur la loi du plan de Philippe, de nouveau, parce que c'est vraiment une question sensible. C'est qu'en fait, on est tellement dans la biodiversité que c'est bon pour notre santé, que c'est bon pour l'économie, mais que ce qui est mauvais pour la biodiversité, c'est aussi mauvais pour nous. Alors, du coup, quelles erreurs on pourrait éviter de continuer à faire, nous, en tant qu'humains, pour pas aggraver cette crise qui est déjà là ? Parce que, on étudie quand même la question depuis un certain nombre d'années, donc la science évolue, il y a des études qui paraissent, alors ça dépend par qui elles sont financées, mais en tout cas, il y en a quand même pas mal qui convergent vers cette idée que, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire ? Et puis bien sûr, on va voir après comment on peut mieux protéger. Mais déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut absolument arrêter de faire là, tout de suite, maintenant, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, le plus vite possible ? Qui veut commencer, peut-être Philippe ? Écoutez, on vient de parler des 5 types de pression, perte d'habitat, prélèvement, changement climatique, pollution, espèces exotiques. Donc, de manière très pragmatique et très basique, il faudrait déjà arriver à diminuer ces pressions. Perte d'habitat, évidemment, si on coupe des forêts, les espèces qui vivent en leur sein, à commencer par les arbres, bien sûr, ont tendance à disparaître. Si on surpêche, vous avez peut-être entendu récemment que les quotas de pêche de maquereau, finalement, n'ont pas été baissés de 70% en Atlantique.
Alors c'est peut-être, ça ressemble à une bonne nouvelle pour les pêcheurs, c'est une très mauvaise nouvelle pour eux en réalité, parce que d'ici 10 ans, ils n'auront plus rien à pêcher. Donc il faut savoir choisir entre un petit peu plus de confort maintenant ou une catastrophe d'ici 10 ans. Et puis, il faut aussi arriver, pas seulement à baisser les pressions, parce que ça c'est facile à dire, hein, les pressions elles dépendent d'activités économiques, d'entreprises, etc. Elles dépendent de notre consommation quotidienne. Il faut arriver à retracer le fil finalement de toutes nos actions jusqu'à ces pressions pour être capable de les baisser. Et ça, c'est aussi le rôle de nos gouvernants, c'est le rôle de nos collectivités. Certains s'emploient à bien faire en matière, mais pas assez, manifestement, puisque la crise s'accentue. Et je dirais surtout qu'il faudrait arriver à marier des actions de nature très différentes. Les aires protégées, c'est important. Les aires dans lesquelles on va avoir une pression beaucoup plus faible sur l'environnement. Parce que tout le monde en profite, ça a même des effets positifs pour l'économie. Hein. Les communes qui étaient quelquefois un peu réticentes à s'associer à un parc national ou un parc naturel régional, aujourd'hui, elles s'en félicitent généralement parce qu'elles voient affluer des visiteurs, parce que c'est une zone qui paraît remarquable à plein d'égards, et dans laquelle il y a des activités traditionnelles d'agriculture, d'élevage qui peuvent être maintenues, hein, au contraire, même favorisées, alors qu'elles ne sont pas forcément rentables pour la grande distribution, par exemple. Et puis, il faut arriver à restaurer aussi les endroits. Aujourd'hui, on continue à artificialiser. Il y a des villes qui sont inondées par des coulées de boue, tout simplement parce que autour, tout est bétonné. Alors, bien sûr, pour un maire, modifier son PLU, c'est une catastrophe. On le comprend bien, c'est pénible. C'est de la technocratie, de l'administration affreuse. Voilà, moi, j'ai été directeur de labo pendant 10 ans. J'en ai souffert et je compatis. Mais cela dit, c'est indispensable. Est-ce qu'on préfère essayer d'être un peu contraint sur la manière dont on construit les parkings et les lotissements, ou est-ce qu'on préfère les coulées de boue et les inondations en centre-ville? Évidemment, on préfère être un peu contraint. Et là, il faut raison garder, il faut arriver à restaurer. Il y a des exemples comme ça de restauration qui ont coûté quelques dizaines de milliers d'euros sur certaines petites rivières, et où on a augmenté finalement la surface de débordement possible, et on supprime toutes les inondations décennales avec quasiment une certitude importante. Et là, finalement, on se rend compte qu'on est gagnant à tout point de vue. Et puis enfin, je finirai juste très rapidement par le fait qu'il faut à tout prix arriver à conserver une agriculture vivrière, locale, traditionnelle, qui est capable d'associer l'élevage sur herbe, les engrais naturels et une polyculture dans un paysage divers, qui est évidemment très compatible avec terre et cime, hein. Mais c'est vraiment là l'enjeu, plutôt que de produire des agrocarburants ou des céréales pour la nourriture animale, ce qui est aujourd'hui malheureusement une trop grande partie de l'agriculture et de l'élevage français, et qui dessert tout le monde, y compris d'ailleurs les agriculteurs qui sont axés sur cette production, parce qu'ils ont bien du mal à en vivre, et c'est souvent l'occasion de nombreuses tragédies. Mathilde, il y a des erreurs comme ça qu'on continue à faire et qui vous rendent folle. Vous vous dites, non mais il faut arrêter ça vraiment tout de suite. C'est plutôt une façon de faire, de ne pas internaliser les coûts écologiques quand on fait quelque chose. Ça serait bien que ça fasse partie du bilan financier final d'une entreprise ou de n'importe quelle production, et qui permettrait d'avoir des retours permanents entre les ressources qu'on utilise et ce qu'on fait, et ça nous permettrait d'arrêter d'aller vers une surexploitation et un épuisement des ressources. Donc ce qui m'agace, c'est de ne pas prendre en compte le coût écologique de n'importe quel type de production. Je répondrai ça. Marc-André, vous voulez compléter ? Alors, tout a été dit dans le détail. Il est long le détail de tout ce qu'il faudrait qu'on fasse un peu différemment, et on pourra y revenir. Il y a d'ailleurs des façons de faire avec de la biodiversité. Par exemple, vous savez, mettre de la diversité génétique dans un champ et pas avoir des semences où tous les individus sont identiques, et mélanger dans un champ différentes espèces, ça réduit respectivement de 80, 40 et 40% la propagation des maladies. Donc on ne se passera pas de pesticides. Simplement, on les mettra en dernière ligne, et donc on en mettra moins. Et comme il y aura moins de résistance, parce qu'on en utilise moins, il n'y aura pas besoin d'en mettre plus le lendemain.
Donc, il y a effectivement une attitude à prendre où on va se servir du vivant comme d'un outil. Et moi, c'est ce que je défends dans mon dernier livre, c'est que c'est un outil. Alors maintenant, j'aimerais aussi faire encore un pas en arrière et à crever le bide à cette espèce d'idée putride que le culturel est plus important que le naturel. Parce que je vais vous dire, le culturel est bâti sur le naturel. La tradition de la pêche au maquereau, elle repose sur la présence du maquereau. La tradition de la chasse à la palombe, elle repose sur la palombe. Et aujourd'hui, on a un défenseur de gestes culturels qui sont juste en train de tuer les gestes culturels en tuant des espèces qui ont d'autres rôles. Donc non seulement en sciant la branche sur laquelle ils sont assises, mais en prenant le risque de dégommer au passage les branches des autres. Parce qu'ils ont naïvement l'impression de défendre un geste culturel, sociétal, et ils ne voient pas qu'en réalité, la nature impose. Ça me rappelle Larcher, qui nous a raconté au début de la Covid que oui, mais la Constitution dit que les élections municipales doivent avoir lieu. Et là, je dis, pauvre être chétif. Pauvre être chétif, intellectuellement, si, justement. Pauvre être chétif. Désolé, la nature commande. Et la seule façon de ne pas se prendre des baffes par la nature, c'est d'anticiper. Et j'en reviens à ça, agir vite. Justement, pour enchaîner sur la nature commande, décide, est-ce que vous avez des exemples un peu concrets que vous avez pu observer aussi de ce que la nature va nous révéler sur la résilience des écosystèmes? Alors, je sais que le terme nature, on peut en discuter longtemps, c'est pas forcément le terme adéquat, mais là, si on parle de cette résilience des écosystèmes, déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme de résilience? Qu'est-ce que ça nous apprend? Comment est-ce qu'on peut en prendre un petit peu de la graine, pour faire un beau jeu de mots? Qui veut commencer, Mathilde, peut-être? Là, du coup, moi, je vais aller vers la pensée que Olivier Hamon travaille et développe depuis quelques années sur la robustesse du vivant, dont par ses observations et son travail, il a tiré ce qu'il appelle les piliers du vivant. Et effectivement, il y a beaucoup d'exemples de mécanismes de fonctionnement qui peuvent expliquer. Alors, pas séparément, mais encore une fois, c'est un panel de mécanismes qui, ensemble, permettent à la nature d'être résiliente ou robuste. Je ne rentrerai pas dans les détails des vocabulaires parce que je trouve que c'est assez complexe. Juste pour savoir, est-ce que tout le monde sait plus ou moins ce que c'est que la robustesse? On explique un petit peu. Est-ce que ça vous parle dans la salle? Certains disent oui, d'autres non, d'autres, je vois. Peut-être juste réexpliquer dans les très très grandes lignes. Ouais. Dans les très grandes lignes, la robustesse, c'est quelque chose qui est mis en opposition à la performance. Donc c'est culturel, majoritairement culturel. On peut voir ça comme notre société occidentale qui va culturellement se croître vers en ayant bille en tête la performance, optimiser, arriver à des rendements de l'efficacité et des choses comme ça. Et en opposition, Olivier Hamon montre que c'est pas le seul, ses travaux et ses confrères et consoeurs montrent que la nature, elle est robuste et elle n'est pas performante. Elle est performante de temps en temps quand c'est nécessaire, quand il y a des périodes de crise justement, mais la plupart du temps, elle est plutôt sous-optimale dans un fonctionnement de fond qui lui permet, quand ça va mal, de rentrer dans un fonctionnement de performance. Et si je peux rattacher à ce que moi j'observe par exemple sur le terrain et ce que je trouve assez qui vient titiller un peu justement notre façon de penser qui est vraiment ancrée, il y a par exemple un des piliers qui met en avant, c'est la redondance. Et le végétal, il en est plein de ça. Donc au lieu d'éliminer toutes les voies qui nous paraissent inutiles dans le temps présent pour un objectif qu'on aurait, et de ne pas voir sur le temps long plein d'autres voies qui nous seraient utiles. Les plantes, par exemple, j'aime bien l'idée de, par exemple, la carotte sauvage. Vous avez tous vu, même sans savoir qu'elle s'appelle une carotte sauvage, c'est des ombelles, des inflorescences avec plein de petites fleurs en plateau. Souvent, il y a même une fleur au milieu bordeaux. Je pense que ça doit vous parler. Bref, ça, c'est une plateforme d'atterrissage impeccable pour les insectes. Et cette plante-là, au lieu d'être pollinisée par un seul insecte, elle va être visitée par des centaines d'espèces différentes d'insectes qui vont remplir le rôle de pollinisation. Donc ça, c'est juste un exemple de redondance où l'évolution, elle a sélectionné quelque chose de résistant, de robuste, qui est qu'il y a
plusieurs espèces, un certain nombre d'espèces qui remplissent la même fonction. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a tendance à éliminer, faire des choses différentes mais qui arrivent à au même objectif. On va les enlever, on va en choisir une, la plus efficace, la plus performante, et les autres, on les enlève. Dans le vivant, dans le végétal, il y a énormément de redondance. Donc il y a ça, il y a l'exemple des graines aussi. Dans le pissenlit aussi, une plante très banale, elle a un nombre de graines hallucinant par rapport au nombre de graines au final qui va arriver à une germination, quoi. Et c'est une vision vraiment globale où il y a une production de graines qui permet à un écosystème entier de vivre en interaction avec la plante du pissenlit. C'est pas juste individualisé sur la performance du pissenlit. Donc je dirais la redondance. Il y en a plein d'autres, mais celle-là, elle est vraiment bien illustrée par le végétal. Marc-André, vous avez aussi un avis sur cette question de cette résilience? Oui, alors la résilience, c'est la capacité à revenir à l'équilibre. Et effectivement, plus on a d'espèces présentes, plus on a de chances qu'il y en ait qui survivent à la perturbation. Plus on a d'individus, plus on a de diversité génétique, plus on a de la chance qu'il y ait quelques individus qui survivent. Donc il n'y a pas de problème, la biodiversité, c'est une façon justement de faire de la redondance. Et en fait, on a beaucoup de chance, c'est que dans les sols, les organismes des sols sont souvent petits, que ce soit les animaux ou les bactéries, alors c'est encore plus petit, ou les champignons. Donc les populations sont faites de très nombreux individus, puisque dans un sol, on peut mettre de très nombreuses bactéries, de très nombreux acariens, de très nombreux collemboles et même de très nombreux vers de terre. Du coup, les sols, c'est quand même un des endroits où l'extinction est la plus lente, parce que c'est difficile d'arriver à bout de ces espèces-là. Et le bilan, c'est que quand aujourd'hui on arrête ce qui est la première agression à laquelle sont soumis les sols, alors là, attention, parce que du coup, ça va vous paraître bizarre, parce que pour nous, c'est culturellement tellement consubstantiel à l'agriculture qu'on a oublié que ça tue, alors même qu'on le sait, c'est le labour. Et quand on arrête de labourer, il faut 2 à 10 ans pour reconstituer un sol où il y a une très bonne vie, donc il y a une très bonne production de fertilité par ces êtres vivants, il y a une très bonne porosité, une meilleure rétention d'eau, une porosité qui laisse rentrer de l'air mais pas trop, donc une meilleure stabilité de la matière organique, donc un meilleur rôle climatique, et puis surtout il n'y a plus d'érosion. On perd une érosion x10 qu'on a quand on laboure. Alors c'est intéressant cette histoire-là, parce que ça se perd en 2 à 10 ans. Là, c'est un des endroits où effectivement la résilience est très rapide, mais un peu partout, au point où on en est de la perte de la biodiversité, on peut attendre des résiliences. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il est temps d'agir. Par contre, c'est vrai que plus on attend, moins effectivement on a de chances qu'il survive des choses qui rétablissent les fonctions qu'il y avait avant. Quant au labour, si vous avez des doutes sur le fait que ça tue, parce que tout le monde se dit oui non, ça fait tellement longtemps qu'on le fait, on le fait pas par hasard. Bon, ok, peut-être, ça désherbe, donc ça tue les herbes déjà. Juste pour dire que c'est pas inoffensif. Et donc il y a des exemples positifs. Et moi j'aime bien l'exemple du non-labour, parce que qui a vu une politique encourageant à arrêter le labour ? Qui a acheté un produit parce qu'il était issu de l'agriculture non labourée ? C'est juste les agriculteurs qui l'ont fait parce qu'eux, ils ont vu que ça marchait mieux et ils s'y mettent, comme ils peuvent, parce que c'est pas gratuit, mais quand ils peuvent, ils s'y mettent. Donc ça montre aussi qu'il y a des gens dans tous les compartiments de la société qui sont solutions, et j'ai plaisir à rappeler que l'agriculture est une solution. Philippe Grandcola, il faut laisser en paix, il faut laisser les écosystèmes se régénérer. On peut se permettre, économiquement parlant, de dire bon voilà, on va laisser par exemple un espace marin sans pêche, un espace sans labour, sans retourner la terre. C'est possible ? Alors oui, on peut se le permettre précisément parce qu'on en tire bénéfice. Donc c'est pas un acte, qui entraîne des déboires économiques. Quand on a des aires marines réellement protégées, on a montré que la pêche artisanale autour se porte beaucoup mieux. C'est les travaux d'un collègue du CNRS qui s'appelle Joachim Claudet, qui a montré ça sur un grand nombre de réserves marines protégées. Malheureusement, pas les réserves marines protégées françaises parce qu'elles ne sont pas protégées. Voilà. Donc quand vous faites passer des chalutiers industriels dans une aire marine dite protégée, évidemment, là, le bénéfice est bien moindre. Donc en fait, en mettant en réserve des petites portions du territoire dans lesquelles de toute façon on n'irait pas beaucoup et dans lesquelles on laisse la biodiversité tranquille, on en a des bénéfices dans les zones adjacentes immédiatement. Pour l'agriculture, c'est pareil. On va avoir des oiseaux, des insectes, des oiseaux qui vont manger les agresseurs des cultures, des insectes qui vont de la même manière aller consommer par exemple des guêpes qui vont vivre dans des haies et puis qui vont aller consommer, ou des coccinelles qui vont aller consommer les agresseurs des cultures dans le champ d'à côté. Et puis, il faut aussi comprendre, comme le disait Marc-André, qu'on a des activités qu'on peut mener de manière un peu différente
et dans lesquels on va avoir des bénéfices immédiats de ces nouvelles pratiques. C'est ce que disait aussi Mathilde en disant, voilà, il faut arriver à internaliser les externalités, c'est-à-dire quand on fait mieux, on en tire bénéfice. Moi, j'aime bien qu'on pense aussi à l'action de toutes les parties prenantes, parce que pour certains agriculteurs ou éleveurs qui sont dans des situations économiques très pénibles, c'est un peu agaçant, c'est même exaspérant, je pense, d'entendre des personnes urbaines ou académiques qui vont leur dire il n'y a qu'à Faucon. En réalité, plus que des subventions qui sont mal distribuées actuellement, il faudrait que les parties prenantes qui ont intérêt à intervenir puissent intervenir. Alors, il y a déjà des collectivités qui le font, il y a des agences de l'eau qui le font, il y a des sociétés de production énergétique qui le font, il y a des citoyens, des associations qui le font. Et là, ça marche bien. Quand vous avez une agence de l'eau qui aide l'agroécologie, pour elle, ça coûte moins cher que de dépolluer les nappes. Donc, finalement, bénéfice pour tout le monde. Bénéfice pour l'agriculteur, parce que lui-même, il a moins en risque d'être intoxiqué par les produits qu'il utilise. Il a une activité économique plus sereine, l'environnement se porte mieux, les riverains sont plus heureux, et les citoyens, de manière générale, peuvent accéder à des produits alimentaires, circuits courts locaux de meilleure qualité. C'est quelque chose qu'il faudrait développer beaucoup plus. Il y a mille manières de faire ça. Et pour finir, je voudrais juste revenir sur le fait que moi, je plaide vraiment pour la résilience. Pour prendre une petite comparaison, si vous avez un bout de bois, une branche que vous trouvez comme ça et vous parlez de sa robustesse, c'est jusqu'à quel point vous allez faire appui dessus pour arriver à la casser. C'est important, hein, être robuste, ça peut servir à plein de choses. La résilience, c'est vous arrivez peut-être à la courber, hein, et l'été élastique, elle va revenir à sa position précédente. Et on a encore peut-être plus besoin de résilience que de robustesse, au sens strict mathématique du terme, hein. Et justement, là, c'est la redondance dont Mathilde et Marc-André ont parlé, qui est indispensable. Et effectivement, quand on construit des systèmes artificiels, et de plus en plus avec nos systèmes industriels, on néglige totalement la redondance, hein. On plante des arbres par milliers, tous identiques, dans ce qu'on appelle une forêt, qui n'est pas une. On cultive des centaines d'hectares d'un seul tenant dans certains pays, avec la même variété appauvrie génétiquement de céréales. Ça ne peut pas marcher. Par définition, c'est une erreur de conception. On le voit aussi avec les plantations de noisettes industrielles qui ont été développées pour faire plaisir à cette célèbre marque de pâte à tartiner. On a utilisé des noisetiers qui peuvent être récoltés mécaniquement, parce que les noisettes tombent par terre. Donc, c'est des variétés qui sont très fragiles et qui sont agressées par deux espèces d'insectes, le balanin et la punaise diabolique, qui arrivent tout contents de voir des hectares et des hectares plantés avec la même plante succulente dont ils vont pouvoir se régaler. Voilà. Et évidemment, a posteriori, la solution, c'est d'arroser tout ça avec un produit toxique, copé pour les agriculteurs, mais ce n'est pas une solution. Quand on vous entend, on se dit, bon, en fait, on a tout à gagner à protéger la biodiversité, financièrement parlant, hein, on va faire des économies, on fait un pas en avant pour notre santé quand on préserve la biodiversité. Comment est-ce que vous expliquez tous les trois que les médias y accordent très très peu de temps, de parole, d'audience? Ça reste encore un peu un sujet de niche, et puis la biodiversité c'est un peu large, on mélange tout. Comment ça se fait que les médias en parlent si peu, alors que pourtant c'est un sujet si important et presque plus important que... Enfin, il y a le changement climatique, bien sûr, mais c'est quasiment au même niveau. Donc, comment est-ce que vous expliquez ce désamour des médias, Marc-André ? Comptez le nombre de gens qui sont dans la salle. Est-ce qu'on a une idée, là, au niveau des organisateurs, de combien de personnes sont sur le festival en ce moment ? À mon avis, 10 fois plus, peut-être 100 fois plus. Voilà, vous y êtes. En réalité, l'activité journalistique et l'activité politique dans sa dimension clientéliste sont le reflet des gens vers lesquels elles vont. C'est ça. Alors, c'est pas vous qui êtes là maintenant qu'il faut que je fasse le moindre reproche. Et d'ailleurs, mon propos est moins un reproche que le fait de concevoir qu'il y a une façon de voir le monde où le culturel, c'est important, hein, le géopolitique. Du coup, sur mon fil de discussion, j'ai la gueule de ce connard là, à cravate rouge, parce qu'il y a des connards à cravate rouge, hein, tout le temps. Et effectivement, c'est parce que les gens, ça, c'est important, le géopolitique. Bon, l'idée que, quelque part, notre souveraineté dépend de la fertilité de nos sols,
que si on arrive à comprendre ce que c'est qu'une plante fixatrice d'azote ou un microbe qui est capable de mobiliser le phosphore dans le sol, ça permet d'être indépendant du méthane qui sert à faire des engrais, ou que ça permet d'être indépendant du phosphate pourri de cadmium qui vient du Maroc, ça, non, on ne réalise pas. Parce qu'on ne voit pas le vivant, et bien plus, on ne voit pas combien le culturel repose sur le naturel. Je vous lis, c'est une question de Weltanschauung, pour prendre un terme philosophique. C'est un problème de vision du monde. C'est la façon dont nous, on voit notre monde, et c'est l'image de notre façon de voir le monde que nous renvoie le politique et finalement l'information. Parce que, effectivement, si vous informez les gens sur ces choses qui ne les intéressent pas, ils n'iront pas le voir. À moins d'être un journaliste très doué. Et moi, je pense que les journalistes savent assez bien faire leur métier pour le faire peut-être demain encore mieux. Mathilde, vous faites de la vulgarisation scientifique. Comment justement on fait pour que ce sujet vienne un peu faire la titre des journaux comment est-ce qu'on fait pour en faire parler plus en vulgarisant peut-être encore en plus? Alors, ouais, moi j'ai un sujet qui est un peu en vogue depuis quelques années sur les plantes sauvages comestibles et l'entrée par l'utilité de ça, voilà, la nourriture, l'alimentation, les saveurs, la gastronomie, c'est une bonne entrée. Donc là, je dirais par l'utilité. Et comme évidemment, pour moi, le végétal est un sujet extraordinaire pour parler de biologie, de biodiversité, d'environnement, etc. J'arrive par le terrain, par la saveur, par l'émerveillement aussi que procure l'observation toute bête. Je vais encore prendre une plante que vous avez sous les yeux, les lamiers, qui sont des plantes vraiment très communes et souvent prises pour des mauvaises herbes qu'on tond allègrement. Si vous vous mettez à la regarder à la loupe, vous voyez les visages des gens qui s'émerveillent. Ah, on dirait une orchidée, c'est magnifique. Donc, une entrée utilitaire, je dirais, à la mode en ce qui me concerne, permet ensuite, par des choses qui sont douces et agréables, de parler de biologie et de tout ce qu'on aborde aujourd'hui, de biodiversité, d'écologie et tout ça. Mais j'avoue que quand je sors un peu des choses qui sont agréables à discuter, je perds un peu du monde, quoi. Les gens ne sont pas là pour qu'on leur rappelle que tout ça, ça va disparaître bientôt peut-être. Donc je dirais l'utilité et réussir à tourner vers des choses qui sont positives. Philippe Cancola, on fait comment pour rendre désirable le sujet de la biodiversité? Parce que moi, je vois que vous avez vraiment fait des ouvrages qui sont hyper faciles à lire. Enfin, disons qu'ils sont colorés. Il y a des, c'est quand même tout à fait digeste pour le commun des mortels. Comment est-ce qu'on fait pour diffuser ça? Alors effectivement, c'est une manière de faire, mais comme font également Mathilde ou Marc-André, je pense que ce qui est important surtout, c'est d'arriver à créer un peu de surprise. C'est-à-dire s'assurer que dans l'auditoire, il n'y ait pas seulement, dans l'auditoire au sens général, qu'il n'y ait pas seulement les personnes qui s'intéressent à la biodiversité, aux problématiques d'environnement. Il faut arriver à toucher plus loin. Moi, je vais vous raconter une anecdote brièvement. Quand j'étais directeur de laboratoire, en fait, on faisait des services de presse sur les belles découvertes qu'on faisait dans notre laboratoire. Il y en avait beaucoup parce qu'on est nombreux. On choisissait ce qui nous semblait être le plus valorisant au plan intellectuel. Et puis, on avait des tout petits succès d'estime sur des très jolis sujets. L'évolution papillon mimétique en Amazonie, par exemple, des choses comme ça, qui sont très intellectuellement pertinentes. Puis un jour, par hasard, on a fait des services de presse, donc des envois à toutes les rédactions, comme font tous les labos du monde, sur des sujets affreux. Le ver-plan envahissant, l'évolution de la résistance aux pesticides chez la punaise des lits. Des sujets qui ne sont pas beaux, et on n'a pas voulu faire peur, mais simplement, il y avait des travaux intéressants, on a essayé d'en parler. Et là, on a eu des succès invraisemblables. 10 000 fois plus de lecteurs, tout simplement parce qu'on touchait une partie de la population qui n'a strictement rien à faire de la biodiversité ou des problématiques de recherche en écologie. Et malheureusement, effectivement, on peut essayer de s'évertuer à faire des livres avec des jolies illustrations, etc. C'est nécessaire parce qu'il y a une partie des lecteurs qui va y être sensible. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Moi, quand je fais la formation pour les journalistes de France Télévisions, je leur reproche toujours de parler plus du
retour du panda du zoo de Beauval en Chine que, par exemple, du défaut de pollinisation ou du cadmium dans les engrais phosphatés dont vient de parler Marc-André. Et ces journalistes, eux, savent très bien faire leur travail, effectivement, et souvent, ils sont bloqués en conférence de rédaction parce que le choix de la rédaction, au final, c'est, comme disait Marc-André, la géopolitique, les grands phénomènes, etc. Donc, effectivement, je suis d'accord avec Marc-André et Mathilde, il faut arriver à repartir du commun, repartir de la politique, de l'agriculture, de la santé, de l'alimentation, etc., et redescendre sur la biodiversité, monter de la biodiversité vers ces sujets, on peut le faire, mais ça va avoir ses limites parce qu'on va s'adresser à un public sensible. Et notre problème, c'est de sensibiliser plus de monde et puis aussi de former, parce que bon, la sensibilisation par les médias, c'est une chose. Moi, depuis 1 an maintenant, moi, j'enseigne à Sciences Po à Paris en master commun à toutes les formations parce que je me suis rendu compte que quand je parlais avec des gens qui étaient des chefs de rédaction, qui étaient des élus, qui étaient des chefs d'entreprise, qui avaient fait ce type d'études il y a 30 ans, ils n'avaient pas eu ce genre d'enseignement. Alors, quelquefois, ils ont une sensibilité naturelle à ces questions, et c'est tant mieux, mais quelquefois, ils n'ont aucune sensibilité naturelle et on ne leur a jamais expliqué les tenants et les aboutissants. Donc, je me suis dit, maintenant, moi, je vais les expliquer à ma manière, avec ces 120 étudiants par an, mais au moins ces 120-là, ils en auront entendu parler. Et on est nombreux à faire ça. Je donne un exemple parce que je le connais, mais il y en a certainement d'autres. Je sais que Marc-André fait aussi des choses analogues. Et c'est vraiment, je pense aussi, l'important, c'est d'arriver à ce que nos décideurs, alors tous à leur échelle, qu'ils soient artisans, responsables de PME, chefs de cabinet, députés, membres du conseil d'administration d'un grand groupe industriel ou tout simplement citoyens ou associatifs, qu'ils aient conscience de ces enjeux et qu'ils se rendent compte qu'il y a vraiment un enjeu de connaissance là, et qu'on ne parle pas simplement de coccinelles, de petites fleurs pour le plaisir des yeux. Marc-André, vous avez des idées, des exemples de ce que chacun, personne dans cette salle, peut faire à son échelle, à son niveau, pour se dire, voilà, j'ai fait ça, c'est bien pour la biodiversité, c'est à ma hauteur, ça ne va pas m'enlever de l'énergie. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour que chacun puisse se sortir on verra après ça se décline de plein de façons. Bon, si vous avez un jardin, il faut lire le Science et Avenir qui vient de sortir en kiosque sur le jardinage. Il y a d'ailleurs une interview de Philippe Brancola dessus, qui est très bonne. J'ai même eu l'occasion de lui dire. On est plusieurs du muséum d'ailleurs à être intervenus dans la facture de ce numéro qui donne des perspectives. Bon, si vous consommez, que vous avez les moyens de choisir ce que vous consommez, il est clair que si vous consommez bio, je vous rappelle que dans les écosystèmes, les agrosystèmes bio, vous avez 30% d'espèces en plus et pour chaque espèce, vous avez 50% en moyenne d'individus en plus. C'est donc plus de diversité génétique. Donc, vous pouvez consommer bio. Vous allez me dire, tout le monde n'a pas un jardin et tout le monde n'a pas besoin les moyens de consommer bio. Et effectivement, c'est la plupart des gens. Donc, ils font quoi ? Ils votent. Est-ce que, aux dernières municipales, ils ont voté pour des équipes qui s'occupent d'avoir une forme de sécurité sociale, de stabiliser des formes d'agriculture, et notamment de maraîchage périurbain correct, un aménagement de la ville où on va avoir, parce que là, on peut avoir des espaces verts qui sont en libre évolution. Il n'y a pas besoin d'avoir des choses qui sont nécessairement entretenues. Et il faut que ce soit vert. D'ailleurs, on pourrait peut-être ne pas avoir trop d'espèces introduites, puisque c'est elles qui, en temps, vont devenir invasives. Là, moi, en venant, là, je voyais les... Ah non, pardon, c'était hier. J'allais à Nantes, et alors en revenant de Nantes, c'était le bordel. Il y a des gynériums partout, vous savez, les herbes de la pampa. C'est en train de devenir hyper envahissant, puis alors ça, pour l'enlever, ça ne s'arrache pas à la main. Donc, et ça vient des jardins. Bon, est-ce que vous avez est-ce que vous avez voté pour un programme municipal qui évite les problèmes, les introduit et qui verdit la ville, ou alors désherbe à l'eau chaude le cimetière, par exemple. D'ailleurs, faut-il que le cimetière soit désherbé ? Je me demande s'il ne faut pas qu'il soit enherbé avec des moutons de temps à autre qui viennent. Ça fera plus de compagnie aux morts que la visite des vivants. Bon, donc il y a toute cette question du comment consommer, du comment voter, c'est important. Et puis la dernière et la majeure, c'est le comment former. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là je prends ma casquette de président de la fédération Biogé, B-I-O-G-E-E, tout est sur Internet. On se bat avec, c'est une fédération qui regroupe le muséum, des académies, des scientifiques. On se bat pour justement changer la Weltanschauung. Alors comment on fait concrètement ? On essaie de se battre pour qu'il y ait plus d'heures dévolues aux sciences du vivant et plus d'interdisciplinarité autour de ces disciplines.
C'est-à-dire qu'effectivement, les sciences du vivant n'appartiennent pas les objets du vivant n'appartiennent pas qu'aux sciences du vivant. À un moment, ils ont une pertinence économique, en histoire, en géographie, ils ont besoin de la physique. Alors, on se bat avec pas grand succès, hein, mais ce qu'on veut, c'est que les élèves à Sciences Po qui rencontrent Philippe, ils aient vu des biologistes depuis la seconde. Or, actuellement, s'ils se débrouillent bien après la seconde, ils n'ont pas vu de biologistes. Comment peuvent-ils seulement imaginer la belle au bois dormant des solutions agroécologiques, nature en ville, etc., basées sur la biodiversité et le vivant? Absolument pas. Ils sont raides prêts, roides prêts pour reproduire le passé et les erreurs du passé. Mathilde, vous voulez compléter ou vous avez d'autres choses à ajouter avant qu'on laisse la parole à la salle et on finira aussi avec Philippe Cancola? Franchement, non. Là, les axes qui ont été cités, c'est ceux que j'ai en tête aussi. L'alimentation, la carte bleue, choisir comment on s'alimente, même si effectivement le bio a un coût supplémentaire, c'est pas vrai pour tous les produits. Il y a des produits de base, des producteurs locaux qui ont des choses à vendre qui sont tout à fait abordables. L'éducation, bien sûr, pas assez de biologie, c'est pas moi qui vais dire le contraire, je pense que c'est quelque chose qui devrait être obligatoire et bien plus représenté dans les écoles. Et puis, effectivement, si on a la chance d'avoir un jardin ou même un jardin partagé, de participer à faire des choses en mosaïque, d'avoir des niches écologiques différentes avec des tas de pierres, des choses vraiment très concrètes, quoi, des milieux de vie diversifiés au sein d'un créer même des endroit. petites mares si on a un petit Ouais, jardin. si on peut. Ça fait pas trop venir de moustiques? Ah bah, faut que ce soit équilibré, voilà, avec le reste encore une fois, d'un écosystème fonctionnel avec des libellules, des larves qui vont manger les larves de moustiques, etc. Et là, je peux parler d'une marque, pour être vraiment très concrète, d'un label qui est le végétal local, qui peut vous aider c'est un label qui permet de certifier que vous avez des végétaux, que vous achetez des végétaux dans des pépinières qui sont des espèces qui sont acclimatées et qui ont coévolué avec l'écosystème dans lequel vous vivez. Et ça peut être une bonne solution pour fournir les jardins partagés auxquels vous pourriez venir mettre les pieds de temps en temps, ou votre propre terrain si vous avez la chance d'en avoir un. Voilà. Mais globalement, c'est les mêmes axes. Je suis tout à fait d'accord avec ces axes-là. Le mot de la fin à Philippe Brancola, est-ce que vous avez, avant qu'on passe la parole à la salle, quelque chose à rajouter? Moi, je rajoute aussi que là, je vois que vous allez encore faire une conférence sur la biodiversité, notre monde vivant en danger, expliqué à tous. Donc ça, ce qui s'ouvre vraiment au plus grand nombre, ce sera le 21 mai à Annecy sur le site Crédit Agricole des Savoies. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à redire? Oui, merci. Et puis, vous remercier aussi. Désolé de ne pas pouvoir être parmi vous. Ça aurait été bien plus agréable pour nous tous si j'avais pu être présent. Mais je pense aussi qu'il faut sauter de l'idée que être bien avec l'environnement, c'est un luxe. Moi, j'ai cotisé pendant des années à une AMAP dans l'Essonne et les personnes qui cotisaient n'étaient pas des cadres supérieurs. Et on mangeait tous pour beaucoup moins cher qu'en allant au supermarché du coin. Là, je suis pour une partie de mon temps dans Seine-Saint-Denis, dans des quartiers très 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 modestes, où il y a un magasin bio équitable qui est ouvert et où le bio circourt local, et on parle pas de choses qui viennent de l'autre bout du monde qui sont vendues sur un rayon de supermarché, et vraiment pas très cher. Et on réapprend les saisons. On a des goûts qui sont extraordinaires, des fruits, des légumes qui sont d'une qualité exceptionnelle. On a des pâtes au blé dur, dans lesquelles le blé dur ne vient pas du Canada ou d'Australie. Voilà. Et la qualité est extraordinaire. Moi, je connais plusieurs fermes, des magasins de fermes bio dans l'Essonne, où je vais régulièrement, et qui ont vraiment des produits d'une qualité extraordinaire, à des prix qui sont plus bas que ce que vous trouvez dans une supérette. Donc voilà, il faut vraiment se dire... Alors bien sûr, par contre, ça demande des efforts, parce que pour faire ça, moi, je me mets à la place de la personne qui a un emploi pénible, qui doit pointer, qui s'occupe de ses enfants, qui a des transports pour arriver chez elle et tout. C'est sûr qu'elle n'a pas forcément le temps de faire ce genre de choses, c'est évident. Et c'est là où nos gouvernants doivent faciliter les choses. Il faut un minimum de confort pour pratiquer la vertu. C'est pas un écologue qui l'a dit, c'est saint Thomas d'Aquin.
Je reste laïque, hein, même tout en citant ce type de personnes, mais je pense que c'est vraiment important d'arriver à fournir ce confort à nos concitoyens. Et on est tous gagnants, y compris les producteurs de produits locaux. Absolument. Ben, merci pour cette citation et cette forme de conclusion. On va prendre quelques questions de la salle. On a encore 10 petites minutes. Alors, je vois une question là-bas. Merci. Non, il y a peut-être une explication aujourd'hui, enfin dans cet événement, la petite participation du nombre de gens aujourd'hui, c'est que moi j'étais à l'accueil ce matin et j'ai beaucoup de familles, la majorité des familles avec des petits-enfants. Et quand on leur parlait de conférences, ils ne pouvaient pas venir. Je vois à Livre en Marche, les conférences, elles sont pleines. Il faut même maintenant aujourd'hui s'inscrire parce que sinon on ne peut pas rentrer dans le chapiteau, ça déborde de tous les côtés. Alors ça ne veut pas dire... Le vrai chiffre, Voilà. c'est le nombre d'habitants de la vallée. Voilà. Ça C'est veut pas celui-là dire qu'il aurait fallu prendre comme référence. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas, bien sûr, continuer à motiver les gens. Mais je pense que voilà, c'est un peu particulier aujourd'hui. Très bien. Donc, merci pour l'intervention. Donc, je suis président de la filière Beaufort. Et en fait, j'ai une question à vous poser. D'abord, une remarque. Je pense que oui, le nombre de personnes qui sont conscientes de la situation et qui s'y intéressent, c'est pas la plus grande. Par contre, pour vous donner une idée, la filière Beaufort, vu l'événement qu'elle crée, elle s'y intéresse. Sauf qu'en fait, la question qu'elle se pose, et qu'il faut qu'on amène tout le monde vers cette situation, c'est quel lien vous voyez qu'on pourrait tisser. Parce qu'aujourd'hui, même si on veut mettre en place des choses dans notre filière, alors on n'est pas en circuit bio, mais on est dans un circuit sous signe SICO, et donc on a quand même des vraies valeurs. Quel lien comment on peut certifier les liens qu'on pourrait proposer à nos adhérents, donc à nos producteurs, aussi bien dans les modèles coopératifs que jusque sur le travail de la terre. Par exemple, moi, sur mon exploitation agricole, je travaille avec Sobac. Donc Sobac, c'est des gens qui travaillent sur des champignons, mais plus du tout d'engrais. C'est des adjuvants qu'on met dans les lisiers, dans les fumiers. Mais comment je pourrais en avoir la preuve ? C'est-à-dire qu'en fait, scientifiquement, comment la filière, elle pourrait s'adosser de personnes comme vous ? Est-ce que ce serait possible pour qu'on puisse aller de l'avant ? Et par exemple, quand on parle de pollinisation tout à l'heure, on sait que les abeilles, c'est important. Sauf qu'en fait, il y en a de moins en moins. Et en fait, comment nous, à notre échelle, pour qu'on puisse ruisseler sur les autres, sur notre collectif, comment nous, on pourrait adosser à notre système vertueux, justement, pour qu'on soit encore plus vertueux demain, la pollinisation, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Enfin, je veux dire, il y a plein de façons de voir l'agriculture demain. Et comment vous pouvez répondre à cette question en disant, est-ce que c'est possible qu'on puisse s'adosser avec le directeur qui est là, est-ce qu'on puisse vous voir, qu'on puisse avoir des vrais contacts pour qu'on puisse demain trouver des solutions, mais des solutions qui sont prouvées scientifiquement. Parce qu'on voit bien aujourd'hui le scientifique qui peut être remis en cause sur les réseaux avec le moindre abruti, je vais te dire le terme, qui déblatera avec une IA qui vient de je sais pas où, quelque chose qui viendra démontrer ou discréditer la science. Et en fait, nous, on ne peut pas se baser sur un objectif. À côté de moi, il y a M. Miège donc, qui travaille avec nous sur un objectif Beaufort 2035. Alors peut-être qu'on va encore pas assez loin, mais comment nous, on peut essayer d'apporter des vraies réponses à notre filière. Alors oui, tout le monde n'y croit pas encore aujourd'hui. Je pense que demain, de plus en plus de gens y croiront. Et c'est au moins à la tête du collectif d'en être sûr. Et est-ce que vous pensez qu'on peut justement avoir ces liens avec vous ou d'autres sachants ? Moi, je dirais oui, bien sûr, avec plaisir. Si je peux me permettre d'intervenir directement. En fait, on y croit tellement, nous, de notre côté, qu'au CNRS, on a créé plusieurs dizaines de ce qu'on a appelé des zones ateliers, dans lesquelles on fait intervenir conjointement des entreprises, des collectivités, des associations et des labos de recherche académique, justement pour qu'on arrive à dialoguer. C'est des structures de dialogue. Voilà, on en a une en Loire-Atlantique, où on a 400 entreprises agricoles qui dialoguent avec plusieurs labos de recherche et des collectivités. Et c'est vrai que ça permet vraiment de construire des choses ensemble, et comme vous dites, d'avancer. Et ça, c'est... Alors, on peut, bien sûr, le monde ne se résume pas non plus qu'au CNRS, même si on est le plus grand établissement public de recherche. Il y a aussi des labos INRAE ou d'autres établissements publics et qui sont présents en région, associés aux universités ou pas. Là, il y a vraiment, je pense, effectivement des problématiques de collaboration qui sont intéressantes parce que c'est bénéfice pour tout le monde.
bénéfice pour toutes les parties et pour la société. Donc voilà, ça c'est vraiment effectivement une démarche sur laquelle on essaye d'avancer. Et oui, Philippe avait raison de rappeler l'INRAE. Je sais qu'au muséum, nous, mon équipe assiste des gens qui sont en train de tester les impacts microbiologiques de l'agriculture non labourée d'une part, et puis d'autre part, on est dans un grand programme sur les auxiliaires microbiens de la viticulture en vue de réduire les pesticides en ayant des protections microbiennes. Bon, donc on est tous aujourd'hui en sciences écologiques motivés par le lien avec la société, parce qu'on voit bien que finalement nos compétences lui manquent beaucoup. Je dirais que et on peut garder, Philippe et moi, vos coordonnées pour votre cas particulier. Ce qu'il faut, c'est souvent trouver un laboratoire qui est proche et puis penser à la chose suivante, c'est que souvent une construction commune entre des interlocuteurs sociétaux et des labos, c'est bien finançable, ça. Bien qu'elle n'ait pas beaucoup d'argent, l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, elle aime bien quand, à l'occasion d'un programme de recherche, il y a une association, Pierre pourra en parler d'ailleurs de ça, il y a une association entre des praticiens et des scientifiques. Pierre Veil qui va parler à la table ronde suivante. Oui, moi, ça me fait penser aux travaux de Sandra Lavorel, qui a été médaillée du CNRS en 2023, là, et qui est justement spécialiste des prairies d'altitude, qui a travaillé dans les vallées de la Haute-Romanche, et qui met en avant son travail spécifique à ces milieux-là, mais il y a aussi une partie qui est très importante et qui a été mise en avant, c'est le lien avec l'humain sur ces territoires-là. Elle est très au contact des agriculteurs et des agricultrices. Et là, ça rejoint aussi l'ethnobotanique, où effectivement, les savoirs, les pratiques autochtones, elles sont, il faut absolument les prendre en compte. Et les études montrent que les milieux où la biodiversité sont bien préservés, c'est les milieux où les pratiques sont restées, elles ont été prises en compte, en tout cas, pour préserver ça. Ouais, Sandra a créé une zone atelier. Voilà, donc c'est parfaitement exemplaire, effectivement. Une autre question ? Oui, merci beaucoup pour vos présentations. Moi, j'avais une question sur une proposition qui émerge un peu sur le territoire et qui pourrait peut-être justement réconcilier environnement, biodiversité, santé et justice sociale. C'est la question de la sécurité sociale alimentaire. Ça commence à émerger un peu partout. On est quand même le pays de la sécurité sociale. On a été capable en 1944 avec un élu qui avait une vision qui s'appelait Ambroise Croizat, alors que le pays était ruiné, n'avait plus de sous dans les caisses, de créer la sécurité sociale. Est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui de créer cette sécurité sociale alimentaire, au moins à l'échelle territoriale, où en échange d'une cotisation mensuelle, chaque particulier pourrait bénéficier, en particulier les plus précaires, de fruits et légumes bio, locaux, de saison. La Confédération paysanne et un certain nombre d'organismes commencent à porter cette idée-là, et j'aurais bien voulu avoir votre avis là-dessus, tous les trois. Merci. La remarque qu'un scientifique peut faire, c'est que ça veut dire que le problème aujourd'hui est un problème politique et sociétal, auquel le scientifique n'a plus son mot à dire, parce qu'en fait, pour beaucoup de choses concernant l'agriculture, les méthodes sont sur la table. Et donc, j'ai bien peur qu'en fait, la bascule qu'on attend ne relève pas des compétences que j'ai. Alors, sur la sécurité sociale alimentaire, moi justement, je l'évoque dans le livre sur la loi du plomb, parce que c'est une des manières aussi de créer à la fois l'offre et la demande. L'offre pour les personnes qui ont besoin de s'alimenter en circuit court local et qui n'ont pas forcément le temps ou les moyens de le faire. Et la demande, c'est-à-dire pour que les agriculteurs, les éleveurs locaux aient des marchés avec une distribution en circuit court qui leur permettent d'avoir des marges suffisantes. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une démarche qui serait effectivement extrêmement intéressante. Moi, je suis régulièrement auditionné, malheureusement, pour des raisons un peu négatives à l'Assemblée nationale ou au Sénat là, depuis pas mal de mois. Et il y a un certain nombre de députés qui ont présenter des propositions de loi sur cette question sans succès, malheureusement, parce que ça ne fait pas forcément l'objet d'un consensus. Et comme dit Marc-André, c'est là où, malheureusement, il faudrait arriver au plan national à avancer plus vite. Alors peut-être au plan local, effectivement. Là, si on peut avancer au niveau d'une région ou d'une communauté de communes, c'est déjà des acquis, peut-être des démonstrations que le modèle fonctionne.
Il nous reste vraiment peu de temps avant de passer à la conférence suivante. Est-ce qu'il y a une dernière question brûlante que vous aimeriez poser? Profitez, vous avez des experts vraiment de haut niveau aujourd'hui. Donc, allez, une dernière question. Oui, je voudrais vous entendre l'un des trois sur le cadmium, là, ça fait l'actualité. Est-ce que c'est si grave que ça, docteur? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Est-ce que c'est réversible? Et voilà. Ben là, Marc-André, je pense que tu es. Oui, c'est mon post LinkedIn ou Facebook de cette semaine, si vous voulez avoir mon opinion là-dessus. Mais l'ANSES a tenu un propos effectivement important. C'est pas la seule source de contamination des sols, mais c'est celle sur laquelle on peut agir, qui est problématique, c'est la contamination des phosphates qui servent d'engrais. Pour le reste, c'est un vrai problème sanitaire. Aucune des maladies qu'induit le cadmium n'est induite que par le cadmium, et donc il ne faut pas faire le procès de dire qu'on instrumentalise ces maladies comme les cancers ou l'ostéoporose pour parler du cadmium. C'est juste que le cadmium est l'une des causes et on va s'occuper de toutes les causes une par une, et ça passe par une diminution du cadmium dans les aliments. Je remarque une chose, c'est que faire retirer le cadmium des engrais phosphatés, ça coûte 30 à 100 euros la tonne. Alors on me dit, et alors? Alors ça fait que si vous faites ça pour un champ de blé d'un hectare, ça va vous coûter 2 euros, alors que le blé va vous rapporter 2000 euros. En gros, ça joue sur 0,1% du prix du produit fini. Je pense qu'en fait, les gens qui aujourd'hui font de la résistance et voudraient continuer à mettre du cadmium dans les sols pour pas changer le type de fertilisation, je crois qu'en fait, ils sont juste un peu paumés avec la science et ils sont pas du tout au courant de ce qu'on peut faire. Ils sont tellement paumés qu'ils se disent « Voilà, ça va nous coûter trop cher !» Il faut écouter les spécialistes et c'est peut-être ce dont ce pays souffre le plus. Merci. Je ne sais pas si Philippe Crancola veut rajouter quelque chose là-dessus. Non, mais c'est ce que vient de dire Marc-André, parfaitement fait le point sur la question. En amont, on pourrait me dire, et je sais que c'est l'avis aussi de Marc-André et de Mathilde, on pourrait même dire diminuons les intrants du type engrais, azotés, phosphatés. Dans des zones ateliers du CNRS et de l'INRAE, on a montré qu'on pouvait les diminuer d'à peu près 30% en moyenne. Évidemment, il faut voir culture par culture, sol par sol, parcelle par parcelle, hein, mais on peut diminuer beaucoup en conservant une rentabilité de la culture. Parce que les engrais, il y a la production qui pose problème, les usines qui traitent les mines de phosphate, je vous assure qu'il vaut mieux pas habiter à côté. Il y a les nitrates qui sont issus de trop plein d'engrais azotés qui polluent et qui font fermer nos captages d'eau. 30% des captages d'eau en France sont fermés depuis 40 ans quand même. Hein. Donc le cadmium, c'est aussi la partie émergée de l'iceberg médiatique en ce moment, mais c'est un problème global beaucoup plus grave, ce sont les engrais. Et là, il y a plein d'amendements, plein de manières de cultiver qui peuvent être employés avec succès et qui sont parfaitement rentables. Merci beaucoup. Je vais devoir conclure, sauf si vous avez un dernier mot à rajouter. Non, ça va, Mathilde? De toute façon, le sujet va continuer. Je laisse. Merci déjà pour votre qualité d'attention. Merci aux intervenants pour vos précisions.